Salut à tous, épisode 4 avec la Trek Segafredo sur la World DB20 comme database d'origine. Pas mal de classiques intéressantes sur cet épisode-là, en tout cas c'est ce qui est le plus important pour moi. Et on suivra pour une fois l'ordre chronologique, puisque le Tour de Catalogne viendra s'insérer comme ça, de ci, de là. Voilà, on avait précédemment eu un Paris-Nice assez intéressant, avec Egan Bernal au sommet, et un Mollema qui s'accroche malgré une horrible forme du jour sur le contre-la-montre de l'étape 4, mais tout de même dans l'étape 7 une grosse réaction, ce qui avait comme ça apporté la possibilité de raccrocher le top 5 pour Mollema. Après tout, top 5 hors pic de forme, je trouvais pas ça trop honteux. Mollema donc une grosse performance sur ce Paris-Nice. On a eu Skuins aussi, la petite joie à l'étape 8, bref. Voilà, pour l'épisode 3 était orienté sur ça. Et puis on avait eu également Tirreno Adriatico, sur lequel j'étais parti à la recherche d'une victoire d'étape, tout en essayant de viser aussi le général avec Vincenzo Nibali, et ça n'a pas été évident du tout. Ça n'avait pas été évident puisque donc sur les arrivées en plaine, on avait été largement battu par les meilleurs sprinters, et puis sur cette étape 4, on a eu la désagréable surprise de se faire reprendre après avoir pourtant bénéficié d'une grosse avance. Énorme finish de Thibaut Pinot et de Christopher Froome, qui de ce fait étaient plutôt aux avant-postes en fait avant le contre-la-montre final. Voilà, Pinot, Froome, vraiment en grande forme. Et nous, malgré nos tentatives, on n'arrivait pas à faire de différence. Après, en plus, c'est assez délicat parce que sur le petit contre-la-montre de l'étape 7, difficile d'exister réellement, surtout qu'il n'y a pas énormément à influencer le jeu là-dessus. On peut rouler à une certaine intensité et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, deuxième place pour Nibali, Chris Froome vainqueur de Tirreno. Allez, de la nouveauté maintenant, on attaque Milan-San Remo. Alors j'ai mis une photo de Pedersen parce que ce serait pour moi rigolo d'arriver à débloquer un petit peu le moral de Pedersen qui n'est pas très content en fait. Il n'est pas très content, il est en disette, vous savez, ce petit émoticône qui résulte du fait de ne pas avoir gagné encore depuis trop longtemps pour le coureur. Et essayer de voir ce qu'on peut faire. Après, ça reste quand même Milan-San Remo, à savoir que oui, s'échapper peut-être dans un petit groupe, s'échapper dans le Poggio et essayer de terminer au sprint, voilà, c'est un peu l'option qu'on pourrait avoir pour Pedersen. Après, c'est lui qui est clairement la meilleure chance du jour, parce que d'une part, Nibali, je pense pas chercher à refaire ce qui a déjà été fait par le passé, donc il est là, mais pas a priori être le leader. Et Stuyven je pourrais largement jouer le coup pour Stuyven, mais je me suis décidé à le faire plutôt pour Pedersen, histoire de fixer un petit défi comme ça, voilà. Donc à plus 3 de forme du jour, que peut faire Mads Pedersen avec des notes qui sont ce qu'elles sont. Il évoluera légèrement là avant Gand-Wevelgem. Il aura donc en gros sa première progression. En fin d'épisode, vous verrez une toute petite différence entre les notes de début et les notes de Gand-Wevelgem, mais c'est pas non plus, vous allez voir, ça va pas être non plus la révolution. Il va pas avoir 78 en pavé d'un coup comme ça par baguette magique. À voir. En tout cas, il y a la Cipressa qui a été passée. Pas vraiment de possibilité d'initiative dans la Cipressa, puisque ça roule très très fort du côté de l'IA. Et puis après, par contre, l'IA se calme et nous laisse plus la possibilité, joueur humain, de pouvoir comme ça aborder le Poggio dans les tout premiers, voire même avec comme ça un petit train. Donc j'ai fait rouler mes équipiers fustiles de luxe. Regardez, Nibali, Stuyven qui sont avec Pedersen dans la roue. Puis je me suis dit que pour que ce soit un petit peu plus difficile, en gros, il fallait, vous voyez, regardez, Nibali qui a
pas encore terminé, hein. Lui, il a encore de la barre. Il est capable d'emmener comme ça, c'est assez Vincenzo Nibali en même temps, hein. Les notes sont ce qu'elles sont, elles permettent de faire 2-3 petites choses. Stuyven, voilà, ici va produire son effort. On a Wout van Aert pas très loin, Greg Van Avermaet, Mathieu Van Der Poel qui sont présents, et puis je me suis dit, voilà, allez, maintenant tu y vas, s'il y a un train à accrocher, tu l'accroches, et c'est ce qui va regarder plus ou moins se produire avec un écart entre 4 coureurs et le reste qui, semble-t-il, a un peu lâché. Sont Lutsenko Valgren qui accompagne Mats Pedersen et Mathieu Van Der Poel dans la roue duquel je vais caler Pedersen en espérant que Van Der Poel fasse l'essentiel du boulot, parce que c'est quand même lui le plus dangereux sur une arrivée au sprint pour ces 4-là. Il y a une vingtaine de secondes, c'est peut-être jouable. Donc là, regardez, oh là 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 là, perte de la roue de Van Der Poel, ça aurait été assez douloureux, puisque du coup, on va se retrouver à sprinter, mais on va sprinter pour le podium et non plus pour la victoire. Donc très logique, au final, victoire pour Mathieu Van Der Poel, vu le contexte, elle est très très logique. Jolie deuxième place pour Lutsenko, et Pedersen se contente de la 3e place. Écoutez, ça me chagrine pas trop, j'ai essayé, et puis en fait, il est un petit peu trop tôt probablement pour pouvoir gagner comme ça avec Pedersen. Surtout qu'il y a ce lâchage de roue là, voilà, clac. C'est le moment qui tue. J'étais dans la roue, je n'y suis plus. Et à partir de là, c'est peut-être la note d'accélération de Pedersen qui par rapport à Van Der Poel, qui peut expliquer ce lâchage de roue. Ça arrive dans certains cas que le coureur calé lâche quand même. Donc voilà, pourtant il avait encore de la barre, etc. Hein, mais c'est comme ça. On est donc passé ensuite sur le début du Tour de Catalogne. Tour de Catalogne sur lequel, évidemment, je vais essayer de jouer la place la moins mauvaise possible, la meilleure possible, avec Bauke Mollema. On a des équipiers plutôt sympathiques à jouer, hein, que ce soit comme ça Julien Bernard, que ce soit Kenny Elissonde, ou même encore Niklas Hey et Conchi avec Antonio Nibali le frère et Quinn Simmons. Donc ça va, de ce côté-là, il y a des petites choses à faire, même si au niveau de la note générale, c'est pas exceptionnel, hein, on est à 73 ou moins, hein, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que sur un tour comme celui de Catalogne, dont le niveau est toujours moins relevé, par exemple, que celui du Pays Basque, ou alors Tirreno et Paris-Nice, hein, niveau toujours moins relevé, en tout cas en général. Je me dis qu'il y a quand même un petit truc à espérer. Après, tout dépendra évidemment du contre-la-montre qu'on rencontrera à l'étape 2. À noter que ce variant est celui 2020. Alors, il n'y a pas eu de Tour de Catalogne en 2020, on le sait tous. Mais pour autant, des gens qui ont fabriqué le variant. Donc voilà, ça aurait dû être ça. C'est-à-dire en gros une première étape. Ici, c'est Rob Power qui va s'imposer de manière assez traditionnelle. Si on veut jouer l'échappée, en fait, ici, on peut la jouer. Hein. C'est pas du tout inatteignable. Une arrivée ensuite au sprint. Bon, ok, pas vraiment de commentaires à faire sur celle-là, parce que pas grand-chose. Bravo à Rob Power. Et puis derrière, on attend surtout la suite. On attend surtout, voilà, j'ai pas envie de me mêler à l'échappée. Je me suis dit, allez, tu laisses faire un petit peu. On va pas aller gratter une étape. Sinon elle est un peu facile à aller chercher cette étape. Hein. Donc, préfère la laisser. Étape 2, c'est un contre-la-montre, voilà, un petit peu plus de 20 km. Et là-dessus, voilà, j'attendais vraiment de voir quelle forme du jour pouvait m'être attribuée, notamment avec Mollema, on va la découvrir juste après. Là, c'est Niklas Hey qui fait ce qu'il peut à ce moment-là, mais c'est un petit peu trop difficile pour lui, ce parcours, pouvoir peser. Et la petite mauvaise nouvelle du moment, c'est ce -3 de forme du jour pour Bauke Mollema, ce qui fait que, coup sur coup, du point de vue de Mollema, on aura eu un -4 sur le contre-la-montre de Paris-Nice, et un -3 sur le contre-la-montre
de Catalogne. Donc on n'est pas servi réellement par les formes du jour pour le moment, mais c'est comme ça. Ça c'est l'aléatoire, hein. On peut pas non plus claquer des doigts et avoir la forme qu'on souhaiterait. Donc c'est comme ça, on va perdre 1 minute 30 environ sur les meilleurs. Donc c'est Rohan Dennis aussi qui va s'imposer. On voit ici Tom Dumoulin, Van Garderen, comme ça Christopher Froome qui est encore une fois bien présent, Julien Alaphilippe qui performe, et donc ça va nous donner déjà un premier positionnement. Au général, on voit certains qui sont bien placés, on y revient juste après. Petite parenthèse donc, avec les 3 jours de Bruges-la-Panne. Alors là-dessus, j'ai emmené Moschetti, parce que raisonnablement, j'estime que ces 3 jours de Bruges-la-Panne, allez, je vais essayer de les jouer au sprint. Je pourrais essayer de les jouer autrement, un petit peu comme j'avais fait pour Kuurne, Bruxelles-Kuurne, savoir de sortir dans le final avec Stuyven. Le plateau n'est pas folichon, mais je me dis que c'est peut-être l'occasion d'essayer d'offrir une victoire de prestige à ce stade de la partie. En tout cas, ce serait une victoire de prestige pour Moschetti que de gagner les 3 jours de Bruges-la-Panne. Donc voilà, on a joué autour de lui. D'ailleurs, il est encore sous pic de forme, c'était plus ou moins prévu à l'avance, hein, que Moschetti soit sous pic à ce moment-là. La question qui se posera aussi pour Gant-Wevelgem, puisque pour Gant-Wevelgem, Moschetti est un vrai candidat si on commence à se projeter sur une arrivée au sprint. Et donc, dans le final, on va essayer d'emmener dans les meilleures conditions possibles l'ami Moschetti pour... donc avec Kirch, tiens, un petit mot sur Alex Kirch. Je le trouve très précieux. Il est mon meilleur équipier très clairement sur les classiques qui vont arriver. Hein. Je pense au GPE3, Gant-Wevelgem, Tour des Flandres, ou même Paris-Roubaix. Sur ces 4 très grosses, c'est Alex Kirch qui va être le meilleur équipier pour accompagner Stuyven, par exemple, ou Pedersen. Et puis Teuns aussi, Edward Teuns n'est pas mauvais du tout, hein, mais Edward Teuns va avoir plus le profil comme ça pour nous lancer un sprint et pour permettre comme ça ici à Moschetti de s'imposer malgré, attention, hein, il y a un gros retour de Marc Sarro, mais c'est Moschetti qui s'impose devant aussi Casebolt, Modolo, Zelig, et on a compris, hein, c'était un plateau de seconde zone pour ces 3 jours de Bruges-la-Panne. On retourne en Catalogne, donc, où les 2 premières étapes vont accoucher d'une situation pas trop favorable pour nous. Il va falloir essayer de montrer 2-3 choses. Sans cela, on n'apparaîtra même pas dans les 15 premiers. En tout cas, à ce stade-là, c'est pas du tout parti pour faire partie du tableau final. Et en plus, cette étape 3 là est intéressante avec une arrivée au sommet. Donc c'est l'occasion de voir un petit peu quelles sont les forces en présence. Parce que des gros noms, il y en a, mais dans quel ordre est-ce que tout ça va s'organiser? Voilà toute la question. Donc évidemment, je n'ai pas pris part à l'échappée là non plus. Je m'échapperai plus dans la deuxième partie de ce Tour de Catalogne, hein, une fois que certains écarts seront faits et qu'on me laissera partir avec certains coureurs. Mais là, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, on essaie plutôt de mettre en place la résistance pour que Mollema soit le moins mal soutenu sur le final. Vous voyez, par exemple, j'ai privilégié Elisonde et Egg, qui ont été protégés très longtemps. Elisonde et Egg doivent être les derniers protecteurs de Mollema, à partir du moment où c'est en eux que je crois plus, vu leur forme aussi du jour. Donc pour Egg, c'est déjà fini, Niklas Egg. Et pour Elisonde, c'est là que le boulot commence, mais il va être de courte durée parce que on est à moins de 5 km de l'arrivée. J'essaye de bien être en tête avec Mollema pour surtout pas me faire surprendre si quelqu'un qui me paraît intéressant part. Puis là, il va y avoir un gros travail, vous voyez, Rigoberto Urán, mais les tout meilleurs sont juste derrière, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils sont tous là, voilà, Froome est là, Bilbao, Alaphilippe, il n'y a pas...
Voilà, Miguel Angel Lopez, Manu Bourgman, Enric Mas, Pierre Latour. Pierre Latour est très fort sur ce Tour de Catalogne, c'est marrant. Arrivé à Valter 2000, c'est encore une fois quand même un sommet qu'on retrouve assez souvent sur le Tour de Catalogne. Et là, sur la toute fin, sur les 400-500 derniers mètres, il va me manquer un petit peu d'énergie. C'est Enric Mas qui s'impose en ayant très opportunément attaqué et précédemment, et Pierre Latour qui vient avec Chris Froome compléter le podium. Tiens, on voit ici un truc qui va avoir un impact sur le général, c'est Thibaut Pinot qui perd du temps, et ça pourrait avoir un impact. Regardez au général, Pinot du coup se retrouve à 1 minute de masse. Mollema fait son apparition en 13e position. On a encore envie de faire un petit peu mieux que 13e, mais la petite remontée s'amorce pour Bauke Mollema au général. Et en plus, ça tombe bien, puisque là encore, arrivé au sommet, avec une jolie étape, ma foi, étape 4, plutôt sympathique. Donc, c'est là qu'on va aussi pouvoir voir avec une forme du jour plus 1. Normal que les formes du jour pour Mollema sur ce Tour de Catalogne tournent autour de 0, globalement, en moyenne. C'est normal qu'elle tourne autour du 0 ou du 1 environ, puisque il n'est pas sous pic de forme, donc ça a un vrai impact, on le sait finalement sur Pro Cycling Manager. Suivant la forme du jour dont vous héritez, une course va complètement être modifiée et vous avez en plus le même phénomène pour les autres coureurs gérés par l'IA. Donc à partir de là, dis-moi quelle forme du jour tu as et on pourra essayer de deviner quelle course il y aura, quoi. C'est un peu ça la maxime. On a passé ici l'avant-dernière ascension du jour. Voilà, il y a une petite redescente, un léger faux plat, et après ça va réattaquer pendant un bon moment, puisque l'ascension finale dure très longtemps. Elle est moins de 20 km, mais c'est quand même une longue ascension. Donc ne pas se précipiter toujours sur ces cas-là. Toujours Niklas Hey et Kenny Elissonde qui sont les derniers à pouvoir assurer un petit peu de protection pour Bauke Mollema. Donc à partir de là, on croise les doigts pour que ça nous emmène le plus loin possible. On va même faire un peu plus que croiser les doigts, puisque Niklas Hey ici va être chargé. Ouais, je vais faire un peu d'effort curseur quand même. Allez, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un petit coup à jouer? Réponse, pas vraiment, puisque regardez, il y a Alaphilippe, Pinot qui se sont fait la belle. Derrière, Uran, Dumoulin, Latour ont réagi. Lopez, Mas sont en embuscade. Manu Bourgman également. Il reste 5 km et plus beaucoup de barres à ce stade-là. Donc, toujours pas évident de savoir si on aurait dû attendre un petit peu moins se consommer, ou bien si tout simplement il y a une logique. C'est que si on a Froome à 80 en montagne, on a Mollema à 78, on a Thibaut Pinot à 82 par exemple, eh bien, ben oui, il y a juste une logique que les crémages se fassent, donc il n'y a pas non plus à s'insurger de quoi que ce soit. La logique est respectée sur cette étape 4, elle est bien respectée, avec Thibaut Pinot qui s'est imposé devant Froome, Rigoberto Urán, et un tout petit écart ici concédé, voilà, par Mollema, mais il n'y a pas grand chose d'autre à espérer, je crois. Donc, allez, on va se recentrer sur un objectif qui va être le top 10, en vérité. Paraît être déjà assez raisonnable. Essayer d'intégrer le top 10 sur le classement général de Tour de Catalogne, parce que devant, ça va être difficile d'aller les chercher. Et on retourne dans le nord de l'Europe, enfin, le nord, c'est relatif, quoi. On va dire au nord de la France, voilà, avec le GPE3 et beaucoup d'espoir pour quelqu'un comme Stuyven, évidemment, puisque sur ce type de course, on sait que le final peut être si difficile à disputer que seul quelqu'un de la trempe de Stuyven peut y arriver. Oui, mais voilà, -1 de forme du jour. Bon, il va falloir s'en accommoder. Après, on a aussi les bonnes nouvelles qui sont Alex Kirch et Edward Tuns sont
peu par contre avec une jolie forme du jour. L'ami Pedersen n'a encore une fois pas été tellement servi. Je dis pas encore une fois par rapport à Milan-San Remo où le +3 était assez sympa. Je dis plutôt ça par rapport à ce qu'on avait connu jusque-là, hein, auparavant, dans la carrière où il me semble que Pedersen a souvent eu de mauvaises formes du jour. Voilà, il sera sous pique prochainement, rassurez-vous. Et donc, tout est une affaire de positionnement hein, sur l'approche du final, je dirais, du GPE3. Positionnement essentiel pour ne jamais prendre de cassure sur les relances et à part ça, ne peut-être pas non plus se consommer trop. On voit qu'ici, par exemple, dans le Kreuzberg, il y a personne qui a souhaité vraiment attaquer, donc parfait, restons comme ceci. Il y a une trentaine de coureurs, de toute façon, seulement qui font partie du groupe de vainqueurs potentiels, pardon. Et puis ici, la petite singularité, c'est cet enchaînement Paterberg, Vieux-Quarmont, alors que sur le Tour des Flandres, évidemment, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est Vieux-Quarmont, puis Paterberg. Et ici, donc, l'enchaînement est différent, mais correctement négocié, vous voyez, puisque Stuyven et Pedersen ont résisté. Enfin, résisté. Je vais piéger pendant que j'étais sur Tuns juste derrière. Je vais piéger par une attaque de 4 Gugus, là. Pas les 3, pardon. Pas les plus mauvais, hein. On reconnaîtra Van Der Poel, Wout Van Aert, et puis le maillot Lotto Soudal de Philippe Gilbert. Donc je fais vite rentrer Stuyven. Et Dieu merci, ça a marché. Regardez, déjà, il y a 1 minute, ça a creusé énormément. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 33 bornes de l'arrivée, la course est quasiment jouée. On va laisser peut-être bosser d'autres équipes. On aperçoit ici Benoît et je sais plus si c'était Lampart pour la De Koning Quick-Step, mais en tout cas, faut les laisser travailler évidemment. On va pas les ramener comme ça gratuitement. C'était Youngles, autant pour moi. Et ben voilà. Donc Van Der Poel, Van Aert, Gilbert, en compagnie de Stuyven. Moi je dis, ça peut aller très loin tout ça, parce qu'il y a plus d'1 minute maintenant, il reste plus que 25 km. Qui va vraiment rouler derrière? Voilà, on a la réponse. On a la réponse. Peter Sagan est piégé en vérité, de la même manière que De Koning Quick-Step est piégé. Donc ça va se jouer devant une 0,5, même s'il y a une tentative ici de rébellion. Vous voyez, justement, Sagan, c'est quand même pas non plus avoué vaincu. Tiens, pendant qu'on était à l'arrière, évidemment, il y a attaque à l'avant. Ça, c'est le truc qui est récurrent sur ce jeu. Pour moi, en tout cas, je le remarque plus souvent que sur PCM 19. C'est cette attaque assez systématique dans le dos du joueur humain. C'est voilà, je suis sur ce groupe-là, bam, ça attaque là-bas. C'est quasiment à chaque fois. Hein. C'est assez particulier. Voilà, une 30, l'écart est fait. Tiens, ça a encore attaqué dans mon dos. Allez, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Je sais pas s'il n'y a pas de problème, parce qu'il reste quand même 14 km. On n'a plus une énorme barre. La forme du jour n'était pas exceptionnelle. Et on risque là de devoir se disputer la 3e place avec Philippe Gilbert, surtout cradé devant. Van Aert, qui réattaque. Van Aert a l'air très très fort, donc. Et Van Der Poel s'est fait décramponner. Stuyven, tiens, la bonne nouvelle, c'est que Gilbert a décidé de participer. Et ça, pour le coup, ça pourrait aider Stuyven, Jasper Stuyven, à voir. Le final est quand même très très mal engagé. On a Van Aert qui, tiens, commencerait un peu à caler. Donc c'est peut-être le moment de rouler pour essayer de regrouper tout ça. Regardez, on a tendance à gagner un petit peu de temps et encore un peu de l'espoir. Oui, le relais. Le relais de Philippe Gilbert, c'est cool, parce que sinon, je pense qu'on était refait. Hein. Ça n'allait plus du tout. Là, du coup, aïe. On se rassemble à 5 ou 6 km de l'arrivée, comme ça. Et ouais, je vais choisir une roue. Après, est-ce que c'est la bonne? Je n'en sais rien. Tout le monde a l'air d'être en une forme de défaillance. Tiens, Van Aert qui roule, il est plus en défaillance, celui-là. Donc, attention, 3 km de l'arrivée. Moi, je suis dans la route Van Der Poel, hein, qui a repris un petit peu de force, forcément. Puisqu'il est calé dans la roue, il n'a plus pris de relais depuis un certain temps. C'est pour ça que je l'ai choisi. Puis à l'amorce du virage, comme ça, on va essayer d'attaquer. On va essayer d'attaquer pour jouer ce sprint.
et c'est une victoire pour Stuyven. Victoire inespérée, puisqu'au final, Van Aert et Van der Poel semblaient promis aux 2 premières places, et finalement, cette collaboration avec Philippe Gilbert aura permis de revenir et de gagner. Donc énorme participation de Gilbert au passage. Parce qu'honnêtement, sans Gilbert pour rouler avec Stuyven, c'était mort. C'était mort, mais voilà, tout va bien. Ça s'est passé, donc c'est pas une priorité absolue pour moi d'aller gagner le GPE3, mais par contre, c'est quand même bien de le prendre. Bon, on verra la suite. Pour Stuyven, moi, c'est surtout le Tour des Flandres et Paris-Roubaix qui sont de manière pas du tout surprenante les vrais objectifs. On est de retour en Catalogne avec l'ami Conchi que j'essaie d'envoyer à l'avant. Le peloton ne veut pas laisser sortir Conchi et du coup je me vexe un peu. Et je fais rouler. Puisque c'est ça, ok. Allez. Ah, bah non, ça va, il a pu sortir. Ouais, c'est ce que je fais en fait. Je fais rouler, quand je vois que le mec peut pas sortir, je fais rouler, puis à un moment, après, je retente de sortir, parce que des fois, par contre, la deuxième, ou la troisième, la quatrième fois, ça peut passer. En l'occurrence, ici, j'ai essayé d'en sortir un deuxième. Niklas Sey est aussi aux avant-postes, ou presque, là, sur ce sprint GPM. Voilà, on connaît les GPM où ça sprint dans tous les sens. Niklas Hey et Conchi sont donc à l'avant. Alors, est-ce que vraiment je joue la victoire d'étape pour l'un des deux? Si tant est que ce soit le cas, ce serait plutôt pour Conchi, qui est un poil plus puncher que ne peut l'être Hey, un peu plus grimpeur à ce stade-là en tout cas. Je pense que ces notes-là évolueront, hein, parce que les deux coureurs ont... j'ignore quel est leur potentiel, puisque je ne suis pas allé voir, je joue un potentiel aléatoire. Mais par contre, vu leur âge, on peut quand même espérer de jolis progrès pour Niklas Hey et Conchi. Et puis en fait, voilà, ça va rouler tellement bien derrière ces échappés, qui étaient un petit peu trop nombreux peut-être, que du coup on va changer de stratégie. On va demander à Hey de voir si on pourrait pas éliminer un petit peu des coureurs sur cette toute fin d'étape 5, et je vais même tenter le coup avec Mollema de partir ici. Là on voit qu'ici derrière ça s'excite, hein. Laisse pas partir Mollema, ils ont bien raison, hein. Donc est-ce qu'on va se faire reprendre ou est-ce qu'on va maintenir un certain écart? La réponse c'est la deuxième, hein. C'est la deuxième parce que ça roule trop fort derrière, et puis plus regardez ici, hein, voilà, la route s'élève un petit peu, il y a de nouveau un peu de pourcentage. Mollema qui est même dans un premier temps lâché par ce groupe de 5 ou 6 emmené par Alaphilippe et Dumoulin notamment, et finalement ce qui va en ressortir, voilà, c'est regroupement des uns en poursuite derrière Alaphilippe qui lui par contre a réussi à résister et toujours... Ah bah là voilà, oui, là il s'échappe, hein. Là il n'y a plus rien à faire, ça a arrêté de rouler, vous voyez, c'est le gros truc. Du coup je me dis, allez, tente le tout pour le tout, allez vas-y mon grand. Et donc fin d'étape à accident un peu, hein. On voit que Maximilian Schachmann qui revient derrière Mollema. Fin d'étape à accident, mais ultra profitable à Alaphilippe, qui aura creusé d'ailleurs, hein, un joli écart. Trentaine de secondes plus la bonif, ça fait mal. Ça lui permet de revenir à la deuxième place au général. Après, on n'est pas déshonoré du côté Mollema, puisque ça a permis de reprendre un petit peu au classement, hein. Je crois que maintenant on a intégré le top 10 avant d'attaquer cette étape 6, sur laquelle je vais encore essayer de voir s'il n'y a pas une victoire d'étape à aller chercher. Vous voyez ici une sublime forme du jour pour Mollema. Encore une fois, le -3 qui fait mal. Chute à l'arrière du peloton. Thierry, sur la moto, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon tout va bien. Niklas Sey va réintégrer le peloton et ses malheureux camarades de chute également. Donc sans dommage ici. Voilà, on est calé. On va voir un petit peu ce qu'on fait. Est-ce qu'on participe à rouler? Est-ce qu'on essaye de partir en contre? C'est délicat, hein, toujours, hein, de reprendre comme ça. Vous avez 3 hommes qui roulent devant, même s'ils sont pas très très forts. Donc évidemment, avant de lancer qui que ce soit, je vais quand même rouler, hein, auparavant. Donc on fait rouler 3 hommes, et puis ensuite, on va bien voir
si le rapproché permet d'envisager un jump ou pas vers le groupe de tête. Donc je fais rouler toujours. Et du coup, voilà, ici je tente ma chance avec Queen Simmons pour voir si lui ne pourrait pas boucher ce trou. Vous voyez, il reste plus qu'une trentaine de secondes même. C'est très très bien parti pour réintégrer le groupe à l'avant avec notamment Ben King. Mais non, ça va faire pchit à pas beaucoup près, mais Simmons ne sera pas en mesure de rentrer. Du coup, on va se remettre à rouler derrière. C'est un petit peu n'importe quoi. Et voilà. Provocation de quelque chose dans le final. Vous voyez, le peloton s'est réduit. Est-ce qu'il y a une accélération qui pourrait faire mal à certains? Je pense que oui. Regardez, il y en a pas mal qui restent sur le carreau. On aperçoit, par exemple, le leader du général, Chris Froome, n'est pas là. Il n'est pas là. Mollema tente sa chance, bien évidemment. Fuglsang, Dumoulin en poursuite. C'est assez éclaté dans cette fin d'étape 6. J'aurais pas soupçonné ça au vu du profil. À l'avance, je pensais pas que ça pouvait donner un truc pareil. Mais bon, ça va se rassembler toujours sous les efforts de Rigoberto Urán notamment, qui permet de se rassembler. Mais voilà, moi je roule à bloc en fait, parce que je me dis, même si je me fais déposer et qu'on gagne pas l'étape par exemple, c'est pas très grave. Mais au moins, on essaie de voir s'il n'y a pas du temps à récupérer. Alors évidemment, Tom Dumoulin est avec nous, donc on le dépassera pas au général. Peut-être même ça va être l'inverse, il va recreuser un poil. Mais par contre, il y en a plein d'autres qui sont derrière et qui risquent de se faire créditer d'une perte de temps par rapport, voilà, à Mollema. Donc on n'a pas la victoire d'étape, mais on a gagné du temps. Et ça, c'est assez essentiel. Ça permet de revenir à la 7ème place. 7ème, c'est pas déshonorant. Ça commence à ressembler à quelque chose. Mais par contre, on n'a toujours pas notre victoire d'étape. Voilà, donc ça va être le défi, c'est d'essayer de prendre celle-là, de prendre cette fameuse étape 7 du Tour de Catalogne. Fameuse parce que très très classique, avec un certain nombre de fois la montée sur la colline de Montjuïc. Si vous connaissez Barcelone, ça vous parle forcément, puisque c'est un endroit magnifique, Montjuïc. Et puis la ville en elle-même, de toute façon, est juste somptueuse. J'adore aller à Barcelone. Et ben voilà, on va tenter notre chance. Vous voyez, après avoir un peu roulé, j'ai peut-être Elisonde qui peut se caler dans l'échappée. Donc s'il y a moyen de faire quelque chose, on va pas se gêner. Mais on est quand même fort loin de l'arrivée encore pour dire que ça a roulé derrière. Ça a roulé et l'échappée n'aura, pour ainsi dire, aucune chance. Ça va être vite avorté l'histoire. Donc dans ce cas-là, changement de stratégie. Le seul qui a la stature pour éventuellement chercher cette étape, à partir du moment où les meilleurs sont là, c'est Mollema. Même à -1 de forme du jour, Mollema a quand même la possibilité d'aller faire quelque chose, surtout s'il est emmené correctement. Donc le boulot va être d'emmener Bauke Mollema le mieux possible, voilà. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver ici. Voilà, on est à 2 passages à ce stade-là. C'est l'avant-dernier passage au sommet de Montjuïc. Voilà, on aborde ça plutôt en bonne position, surtout qu'on a un Conchi qui aura été présent. Allez, on va jusqu'à l'avant-dernière, quoi, on va dire. Froome roule très très dur derrière le deuxième au général à la Philippe. En gros, ça se neutralise quasiment entre favoris. Au moment où Tom Dumoulin en place une, alors là je me décide de suivre. Parce que Tom Dumoulin n'attaque pas souvent de cette façon-là, mais alors il fallait la suivre, celle-là, sans hésiter une seule seconde. Avec Pierre Latour également, ces trois-là risquent de se disputer la victoire d'étape. Et ça va être pour nous. C'est pour Mollema. Voilà, donc, victoire pour Bauke Mollema. Elle fait plaisir, je ne veux pas faire semblant de cacher ma joie. Très bonne victoire pour Mollema, même si ça reste qu'une victoire d'étape, mais terminé à 7ème place. Moi je dis ce Tour de Catalogne n'a rien de déshonorant, bien au contraire. Je suis plutôt content, je suis plutôt très très satisfait d'avoir su finalement redresser le tir après ce contre-la-montre assez calamiteux. Voilà. On va donc terminer maintenant avec Gant Wevelgem. Gant Wevelgem avec donc
une équipe très 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 correcte, hein. On va pas se mentir. Vous avez vu, j'ai emmené Moschetti encore une fois parce qu'à priori j'avais un doute. À l'avance, j'avais un doute entre Moschetti et éventuellement voilà Pedersen, Stuyven, etc. On peut envisager de le jouer pour l'un de tous ces gars-là, hein. Et c'est la forme du jour qui va décider de tout, puisque Moschetti ayant perdu son pic à un jour près, Stuyven par contre se retrouve avec une forme du jour assez phénoménale. Il faut profiter de ça, et je vais essayer de profiter de ça d'une certaine façon, c'est-à-dire de vous proposer une tactique de course entre guillemets différente de celle que j'avais pu avoir avec Lotto Soudal. Souvenez-vous, Degon Kolb qui s'impose, un petit peu comme Garcia Cortina s'est imposé sur Grand Wevelgem, c'est-à-dire finalement au sprint en partant à 2 bornes de l'arrivée, en lançant un peu avant, donc en gros. Et là, j'ai envie de proposer autre chose, quoi. Voilà, j'ai envie de proposer autre chose, quitte à me brûler et quitte à ce que ça ne fonctionne pas, essayer de proposer une autre façon d'aborder Grand Wevelgem, puisque s'imposer au sprint, c'est sympa. Il y a toujours la concurrence des plus gros sprinteurs du monde, hein, qui passent sans difficulté les petites bosses, hein, que ce soit Baneberg ou surtout Kemmelberg dans les deux sens. Et non, plutôt essayer de jouer pour Stuyven, ce qui veut dire qu'on veut pas une arrivée massive, hein. Et si on veut pas une arrivée massive, il faut essayer de durcir la course avant. Donc durcir la course, c'est faire rouler de cette façon-là. Vous voyez, j'ai fait rouler depuis un petit moment déjà. On a Kirsch qui est en très très bonne forme déjà, plus 3, c'est pas mal du tout. Edward Tuns qui participe également. Il me reste Pedersen en réserve de la République pour pouvoir ensuite mettre sur orbite Stuyven, puisque je prévois d'attaquer. Et on va voir un petit peu si c'est faisable ou pas, avec en plus beaucoup de vent. Beaucoup de vent peut-il nuire à une offensive solitaire ou pas? Ce qu'on va regarder, hein, c'est tout l'enjeu de ce Grand Wevelgem là. Donc, vous voyez, Pedersen, vraiment, vraiment pas mal. Déjà, rien qu'à plus 1, il peut me mettre sur orbite Stuyven de façon assez considérable. Après, il faudra voir juste de quelle façon est-ce que Stuyven peut résister. Donc, on se rapproche du moment où, voilà, maintenant, on va caler l'ami Stuyven dans la roue de Pedersen. Tiens, une offensive qui m'arrangerait. Dommage qu'elle arrive aussitôt. C'est cette attaque de Mike Tennyson. Tennyson qui attaque, c'est pas inintéressant. Regardez, en plus, il va en replanter une deuxième là, parce que ça roule dur derrière, hein, forcément. Hein. Et moi, ça m'avantage, puisque je veux une course qui se durcit. Malheureusement, Tennyson va très rapidement s'avérer en incapacité de poursuivre son effort. Hein. On est à 7 km du Kemmelberg par le nord, et donc là, c'est le moment de durcir encore davantage. Voilà, on va essayer de vraiment mettre Stuyven dans les meilleures conditions possibles. Hein. Attaquer, en tout cas durcir vraiment avec Pedersen, alors que la course a déjà été difficile, et peut-être partir prochainement. Partir prochainement avec Stuyven. Et c'est parti, voilà. Allez, on y va. Stuyven qui attaque ici donc sur le dernier passage au Kemmelberg. On est à 35 km de l'arrivée. Il va falloir essayer de se faire 35 km en solitaire avec des gens qui poursuivent derrière. On aperçoit ici Stibar et Asgren, notamment pour le compte de la Deceuninck Quick-Step, pour essayer de ramener, de leur point de vue à eux, c'est ramener Sam Bennett, hein, bien sûr, hein, Bennett. Hein. Après, c'est dommage, regardez, parce que, évidemment, dans un coin de la tête, je me dis, si Stuyven se fait reprendre, tu fais quoi? Pedersen devrait pouvoir s'accrocher à ce groupe-là pour éventuellement poser une contre-attaque. Mais ça, c'est très très hypothétique. Non, il faut vraiment miser sur le fait que Stuyven puisse résister ou pas à ce groupe-là. Hein. Donc ça roule très très dur, mais avec, regardez, voilà, des petits moments où ils n'ont plus les moyens de rouler. Et du coup, les seuls à qui il reste de l'énergie, c'est Groenewegen, c'est Sam Bennett, c'est Caleb Ewan qu'on aperçoit juste derrière. On le voit pas directement parce que Cortina roule pour lui, mais il y a également Colbrelli, voilà, Colbrelli, et vous voyez à ces petits moments, voilà, Ewan, ne roule pas à blinde, Sam Bennett non plus, et ouais, sur les sprinters, eux, ils feront l'effort un petit peu plus loin.
Donc forcément, on profite de ça. Bon, il y a aussi le plus 5 de Stuyven hein, qui fait des ravages. Hein. Il permet de prendre une 30. À 15 bandes de l'arrivée, on a une 30 d'avance. Mais attention, hein, attention, c'est loin d'être terminé parce que derrière, ça roule dur. Ça roule dur. Souvent d'ailleurs, les équipes qui roulent ne sont absolument pas certaines de retirer les fruits de leur effort dans le final, puisque n'importe lequel des gros sprinters peut battre l'autre, hein, en gros. Donc on aperçoit Groenewegen qui a l'air d'être quand même dans une jolie forme. Hein. Vous avez vu, j'ai réduit progressivement l'effort de Stuyven parce que je veux surtout arriver jusqu'à la fin sans défaillir. Hein. Donc là, on est déjà en train de souffrir vraiment. Il y a 1 minute, donc peut-être que ça peut le faire. Vous voyez, Asgreen, Lampart, ça roule vraiment, vraiment fort pour le compte de Sam Bennett notamment. Matteo Trentin en embuscade. Aïe, 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 l'attaque, oh là 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 là. Ça peut faire mal, ça peut me jouer un vilain tour, ça. C'est avec le Lampart, avec Groenewegen qui sprint derrière. Il reste 1 km. Groenewegen qui cale. Stuyven va-t-il maintenir sa petite avance? Calabi One. Groenewegen. Et en fait, ça va passer. Ça va passer pour Stuyven qui va résister au retour de ces 3 sprinters merveilleux que sont Ewan, Groenewegen et Bennett et s'imposer comme ça en solitaire. Mais mon Dieu que ce fut difficile. Ça a été hyper délicat. Donc satisfaction d'avoir réussi à gagner Gant-Wevelgem d'une façon moins habituelle, dirais-je. En extrême, c'est un peu plus dur de faire ça. Il faut avoir un mutant en fait de type Stuyven pour faire ça, hein. Sinon ça passe pas. Voilà. Donc, écoutez, tout ça mérite une suite, hein, évidemment, avec Tour des Flandres en approche, avec Tour du Pays Basque, avec Paris-Roubaix. Bref, on la connaît l'histoire, et je vous dis à un de ces jours pour la suite de cette carrière. Bye bye.